Alors c'est mon cinquième bonsoir ou rebonsoir de cette soirée spéciale consacrée à la France face au terrorisme un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, mais c'est un bonsoir sincère qui va commencer comme toutes les autres discussions, c'est le dernier temps de cette soirée qui va commencer comme toutes les autres par un extrait vidéo. Et puis j'ai eu un sentiment de rage, Monsieur le Premier ministre, de rage contre celles et ceux que j'entends qui cherchent des excuses aux terroristes. Et je voudrais vous dire que les terroristes sont des minables, des assassins, des sanguinaires, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer, et certainement pas un objectif d'une quelconque idéologie. Oui, bien sûr. Le nombre de victimes, monsieur le député, en Tunisie, en France, hier en Belgique, cet avion russe qui a été abattu, oui, oui. Il ne peut y avoir aucune concurrence. Nous le savons. C'est toutes ces civilisations qui sont concernées. Et donc la réponse, elle doit être à la hauteur. Et vous avez souligné quelque chose qui me paraît très juste. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes, bien entendu. Et de ce point de vue-là, nous le savons, et c'était une autre question qui était posée, nous devons être non seulement impitoyables dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi intransigeants quant à l'application des lois et des règles de la République. Et en cette journée, puisque cette organisation terroriste s'attaque aussi à un fondement de ce que nous sommes, l'égalité, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes, je veux dire combien doivent être respectées les lois qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment combien doit s'appliquer la loi qui a été votée par le Parlement, que j'ai votée, et qui interdit la burqa dans l'espace public, bien évidemment. On entendait la réponse du Premier ministre Manuel Valls à une interpellation du député Les Républicains Jérôme Chartier, c'était le 25 novembre dernier. J'ai choisi ça comme introduction, on aurait pu en trouver d'autres pour cette dernière discussion de notre soirée spéciale, qu'on a voulu intituler « Est-on aveugle face au djihadisme, face à ses causes, face à ses mutations, face à ses motivations ?» Pour cela, nous avons convié Jean Birnbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Monde des Livres et vous publiez, je crois, c'est demain, c'est ça, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. C'est paru aux éditions, enfin, ça va paraître aux éditions du Seuil. En face de vous, Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'islam et du monde contemporain et vous avez publié récemment, enfin, ça devait être d'ailleurs le même jour que le livre de Jean, mais c'est publié avant finalement, Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français, c'est chez Gallimard. Et enfin, pour discuter avec vous, Edoui Plenel, bonsoir, dont la nouvelle édition revue augmentée de l'ouvrage pour les musulmans, paru à la découverte, sera, là, vous attendez 15 jours. Alors, on entendait, Gilles Kepel, je vais commencer avec vous, Manuel Valls, expliquer qu'il n'y avait pas d'excuse sociale au terrorisme. Contrairement, alors que souvent, à gauche, quand on veut dire qu'il y a des causes sociales, on est accusé de, finalement, exonérer les terroristes. Est-ce que vous êtes plutôt côté Manuel Valls ou plutôt gauche marxisante dans cette analyse ? Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'excuse, évidemment, à ce qui s'est produit, mais il faut comprendre le contexte. Et c'est justement le problème du gouvernement aujourd'hui et d'une grande partie de la classe politique, c'est qu'elle se refuse à comprendre le contexte. Quand on dit qu'il faut faire la guerre à Daesh, bon, c'est très bien en Syrie, effectivement, on utilise des moyens militaires, on envoie des drones, des missiles, etc. Après, on peut le débattre éventuellement, mais là, il y a un état de guerre. Sur le territoire français, il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit d'un problème de renseignement, et il faut comprendre pourquoi le renseignement a été incapable d'analyser ce qui se passait dans le djihad de troisième génération, dont nous avons les effets aujourd'hui, mais qui est présente dès 2005, alors que cette question avait déjà été traitée, notamment par les universitaires et par un certain nombre d'autres. Donc là, est-ce qu'on est aveugle ou est-ce qu'on ne veut pas voir, pour des raisons multiples, hein, c'est une première question. Deuxième question, le défi est un défi également social et un défi culturel. Alors, un défi social parce que le terrorisme prospère et le djihadisme, mais pas exclusivement, dans les franges déshéritées de la population.
en disant ça, je ne dis pas qu'on les exclut comme ils sont déshérités, ils ont le droit de tuer. Absolument pas. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Ça n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ça n'est pas la situation du 11 septembre, où on a des Saoudiens et autres qu'on envoie dans des avions dans les tours jumelles. C'est pas du tout ça. Ceux qui ont fait ces atrocités en janvier et en novembre, c'est nos gosses, à toute la France. Et ça va poser toute la question de la déchéance de nationalité, qui est une réponse, à mon avis, fallacieuse à un problème français profond. Emmanuel Macron a parlé de terreau. Ça lui a été beaucoup reproché à gauche. Moi, j'irais peut-être encore un petit peu plus loin. Je crois que ce que révèle ce qui s'est passé en 2015, janvier et novembre, ce sont les failles. Ce sont des failles à l'intérieur de notre société. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ces failles se sont produites et en quoi, à mon sens, il y a un défi culturel, au sens profond de la culture dans cette affaire. Donc, la réflexion sur ce qui s'est passé en 2015, cette année vient de s'achever. C'est une année terrible, une annus horribilis, comme dirait la règle d'Angleterre pour la France. Mais il ne faut pas s'arrêter dessus. Il ne faut pas simplement envisager, dire c'est des salauds, c'est des tueurs. Bien sûr, tout le monde peut le dire et tout le monde a raison dans ce... Mais il faut comprendre pourquoi ça s'est produit et comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ce disant, il ne s'agit pas de faire des concessions, des compromis ou autres. Mais si on n'analyse pas le phénomène dans sa durée, moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est le mettre en perspective. Ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions, ça fait 30 ans que je vois effectivement la gauche, mais aussi la droite, dans un certain nombre de situations, refuser de penser ce type de phénomène. Jean Birnbaum, dans son livre, a beaucoup analysé de très près un certain nombre de renonciations à penser ce type de défi. Pour des raisons complexes, oui, il vous le dira beaucoup mieux que moi, mais il aurait pu faire un autre livre, ce sera peut-être l'autre volet, ou peut-être quelqu'un d'autre vous le fera, qui est le silence religieux ou le silence aveuglant de la droite aussi, qui utilise dans un certain nombre de cas, comme la gauche, dans les municipalités par exemple, les salafistes, pour maintenir la paix sociale. Parce que c'est un excellent instrument pour éliminer les délinquants, les drogués, etc. Je vous raconte une anecdote. Il y a un certain nombre d'années, je travaillais sur les Black Muslims aux États-Unis, qui est un groupe, une espèce de secte qui se réclame de l'islam, qui maintient un ordre très autoritaire, disons, dans un certain nombre de quartiers défavorisés. J'allais voir leur chef à Washington et le chauffeur de taxi dont on m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il soit noir pour m'emmener dans le quartier, sinon moi je me cachais. Il m'avait dit baissez-vous au feu. Hein. J'arrive et le gars me dit, dans le quartier où on arrive, mais moi je voudrais absolument avoir un appartement là. Pourquoi ? Parce que pas un dealer, pas de drogue, des fleurs au balcon, mais l'ordre maintenu par les Black Muslims, la Nation of Islam, comme ça s'appelle, dans le quartier. Et un certain nombre d'édiles, et j'ai consacré beaucoup de pages dans le livre à la ville de Lunel, qu'on a baptisée à la fureur de grand nombre de ses habitants, la capitale du djihad français en 2014, puisqu'il y a eu plus de 20 départs au djihad. À l'époque, il y avait 60 morts, il y en a beaucoup plus maintenant, et dont 6 à Lunel, donc 10% pour une population d'une vingtaine de milliers d'habitants. Et on voit bien comment, dans cette ville, l'usage du religieux qui va finir par être incontrôlé pour gérer la paix sociale, pour lutter contre les cambriolages, etc., est une politique, si vous voulez. Donc, on a toutes sortes de choses qu'il faut arriver à comprendre et à mettre en place. Alors, ce faisant, il ne s'agit pas, bien sûr, de trouver des excuses. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne cherche pas ça. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre comment tout ça s'articule. Comment, en 30 ans, on n'a pas ignoré les questions des quartiers, les questions de l'émergence de l'islam radical ou autre. Mais ça a été très fréquemment instrumentalisé par un certain nombre de politiciens qui s'en sont servis les uns contre les autres. Ça n'est pas, me semble-t-il, ça que le pacte républicain demande. Ça n'est pas le lieu dans lequel
le religieux peut trouver sa place légitime, à condition de respecter l'ordre public, dans la République française. Vous voyez ? Et je crois que ça, c'est une chose très intéressante. Et si le livre rencontre un certain écho aujourd'hui, je crois que c'est parce que beaucoup de nos concitoyens et nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ont été blousés et qu'il faut mettre à plat les données et arriver à comprendre ce qui s'est passé, notamment dans ces 10 années qui viennent de s'écouler. C'est ce que j'appelle l'année charnière 2005, qui est à la fois celle des émeutes des banlieues, mais aussi celle où l'idéologue de l'islamisme troisième génération, Abu Musab al-Souri, un Syrien éduqué en partie en France, ayant vécu ensuite en Espagne et en Angleterre, construit l'idéologie du djihadisme troisième genre, de djihadisme par le bas, réticulaire, en réseau, en rhizome, comme aurait dit Gilles Deleuze, paradoxalement, en essaim, et qui va passer sous le radar des services de sécurité, qui va utiliser les réseaux sociaux, l'incubateur carcéral, et aboutir à Mera et à Nemouche et aux affaires de 2015. Donc c'est ça qui me semble être important. D'abord, il faut comprendre, et ensuite, il faut débattre. Ce que je reproche à cet échange que nous venons de voir à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'est pas informé. Il est dans l'emphase, il est dans la proclamation. Mais la société veut autre chose. Elle veut comprendre. Il y a quelque chose qui s'est passé, très important. Moi, ce que j'ai écrit n'est pas du tout un livre pessimiste. Je pense qu'à partir du moment où on comprend la situation, on peut la résoudre. On peut comprendre, on peut analyser, on peut imaginer comment notre propre système politique, du fait de ses insuffisances, a finalement laissé prospérer ce type de phénomène. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. En plus, j'ai un peu peur parce que vous n'avez pas amené plein de livres, contrairement à Edoui Plenel et Jean Birnbaum. Donc, Non, étant professeur, je n'ai rien à. Je n'ai tout dans la. mais puisque vous aviez commencé à décrire ce qu'il y avait dans le livre de Jean Birnbaum, j'aimerais bien qu'on vienne là-dessus. Parce que, évidemment, il n'y a pas d'excuse aux actes des terroristes, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est important de comprendre ce qui nous arrive avec ces attentats de janvier et de novembre, et notamment depuis la gauche. Or, vous, Jean Birnbaum, vous dites qu'il y a un aveuglement particulier qui est lié à la religion. Enfin, à la manière dont la gauche pense et ne pense pas la religion. Est-ce que vous pouvez détailler ? Oui, si vous voulez, pour reprendre un peu ce que tout à l'heure, l'alternative que vous disiez, vous donniez d'emblée, la première question que vous avez posée à Gilles Kepel, c'est est-ce que vous êtes plutôt genre gouvernement ou gauche marxiste, vous avez dit. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, quand vous lisez un rapport de police sur les djihadistes, on a tous regardé la littérature policière sur ces sujets-là, et quand vous lisez le texte de militants, comme vous dites, gauche marxiste sur le même sujet, vous avez perçu qu'ils ont au moins un grand point commun, c'est que les uns comme les autres ne prennent pas du tout au sérieux le religieux, la croyance religieuse. Dans les deux cas, le religieux est rabattu sur autre chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et effectivement, du côté de la gauche dite marxiste, parce que Marx, lui, prenait tout à fait au sérieux le religieux, il a commencé par là, ça a été le point de départ de son itinéraire intellectuel. Il n'a pas cessé d'y revenir, de buter là-dessus, de se coltiner cette question et d'être hanté par les spectres de la religion. Donc Marx prenait au sérieux la religion, mais par contre, ses héritiers et plus globalement la gauche a effectivement un mal fou à prendre au sérieux le religieux comme mode d'être au monde, comme croyance spirituelle, comme rapport à des textes, à une transmission symbolique, à quelque chose de transcendant, à des choses vers lesquelles on tend les bras quelque part. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'effectivement, il faut comprendre les causes. Moi, je ne suis pas du tout non plus, je suis comme Gilles Kepel, je ne suis pas dans la question de l'excuse ou pas de l'excuse. La question, c'est effectivement, si on veut comprendre les causes, pourquoi est-ce qu'il faudrait en écarter une seule ? Quand on voit ce qui c'est-à-dire la causalité religieuse pour des crimes ou des attentats ou des attaques qui sont systématiquement menés au nom de Dieu. Et la question du au nom de, et pas rien, des crimes qui sont des attaques, des attentats qui sont menés au nom du sacré ou de la religion, avec des gens qui citent des versets coraniques, qui se réclament d'anges protecteurs. Enfin, il faut regarder leurs vidéos, il faut lire leurs textes. C'est imprégné en permanence, évidemment, de cette prose profondément religieuse. Et donc, quand il y a eu ces attentats, les premiers attentats, en tout cas ceux de janvier, si on prend la séquence janvier-novembre, qu'est-ce qui s'est passé ? D'emblée, on a eu les sommets de l'État qui ont dit « ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam en particulier ». Ce qui peut se comprendre dans un contexte comme une pure parole politique. Ouais.
pour rassurer Ouais. les populations musulmanes Voilà. et distinguer ce qui s'est fait. Ça part d'une intention tout à fait louable au premier abord, c'est-à-dire effectivement éviter, prévenir l'amalgame mortifère entre islam et terrorisme, et les violences qu'il peut y avoir, que pourrait provoquer cet amalgame. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on a affaire à un personnel politique, mais pas seulement à un personnel politique, à tout un tas d'intellectuels qui ensuite ont défilé, ou d'experts qui ont défilé sur les plateaux de télévision, et qui ont dit ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une crise sociale, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une crise économique, c'est l'humanitaire, c'est la vogue, c'est le numérique. Ils ont trop regardé les jeux vidéo, ils ont trop joué aux jeux vidéo, ils ont trop regardé Mediapart, ils ont trop fréquenté Internet, Facebook, etc. Et le seul facteur qui était systématiquement écarté, c'était celui de la religion. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que la religion peut être elle aussi, une causalité à part entière, une cause propre. Vous savez, quand Michel Foucault a débarqué en Iran en 1978, il enquêtait sur la révolution iranienne, l'insurrection iranienne. Et ce qui l'a frappé immédiatement, c'est que les militants qui se réclamaient du marxisme d'un côté, des droits de l'homme ou de la démocratie de l'autre, ont été balayés par ceux qui se réclamaient de la religion. Et lui, comme il était à la fois de gauche et pas du tout croyant, etc., il était en même temps ouvert à l'événement et dans son imprévisibilité. Et il a constaté que la religion était un facteur à part entière. Et il a dit, je voudrais citer ces quelques lignes, « Quel sens pour les hommes qui l'habitent » il parle de l'Iran, « à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme, une spiritualité politique. J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. » Et je pense qu'effectivement, si on continue à ne pas prendre, et si la gauche en particulier continue à ne pas prendre au sérieux la religion comme causalité spécifique, parmi d'autres, eh bien, on risque, exactement comme le dit Foucault, de passer du rire aux larmes. Voilà. Edoui. Est-ce que je peux éventuellement, si tu me permettez, un petit mot là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, depuis ça fait 40 ans que je travaille sur les textes arabes. J'ai appris la langue parce qu'il me semblait qu'on ne pouvait comprendre ce type de phénomène qu'à partir du moment où on entrait dans le référentiel, qui est celui que même les gars de banlieue qui sont mal arabisés aujourd'hui vont chercher. Et là, il y a un vrai débat aujourd'hui entre les gens qui, comme Olivier Roy par exemple, vous expliquent toute cette histoire, vous connaissiez déjà, c'est l'islamisation de la radicalisation. On a les schémas globaux pour le comprendre, on met un peu d'islam, de toute façon ils sont tous analphabètes là-dessus. Alors juste pour préciser, etc. pour le cas où un des spectateurs, Olivier Roy avait donc dit après les attentats du 13 novembre, on n'assiste pas à la radicalisation de l'islam, on assiste à l'islamisation de la radicalité. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout, non. Je crois que, ce qu'il faut, c'est aller à la fois dans les textes, il faut connaître la langue arabe quand on parle de ça, connaître les débats en arabe, connaître le contenu des débats, et on le voit bien dans le communiqué du 13 novembre. Ce communiqué est très curieux. Le communiqué de Daesh. Voilà, de Daesh, pour le justifier. Il apparaît simultanément en arabe et en français. Je pense qu'il a été conçu par des francophones. Un français d'ailleurs assez médiocre, plein de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Mais il a été pensé en français en ayant comme horizon l'arabe. Car le texte arabe, que j'ai reproduit aussi en image dans l'introduction du livre, lui, grammaticalement, est parfait. Il fonctionne et les systèmes de sens, justement, voilà, dans ce texte-là, dans la partie noire, qui est le texte arabe pour les arabisants, tout ça, c'est parfaitement cohérent. Le français a été pensé par des gens qui sont des francophones, mais c'est un système d'approximation et qui se réfère à un horizon qui est arabe et islamique, dans la version salafiste de cette religion. Ça, c'est une chose très importante. Le deuxième enjeu, et je crois que Jean Birdaume a tout à fait raison d'ironiser sur les spécialistes autoproclamés qui passent leur temps à parader sur les plateaux télévisés, moi, qui me désole absolument, c'est que voilà des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les quartiers populaires. Pour parler de ces choses-là, il faut connaître, il faut y aller. Personnellement, j'ai passé une année en permanence à enquêter sur ce qui s'est passé à Clichy-Montfermeil 5 ans après. Dans mes 35 ans de vie d'universitaire, c'est sans doute la chose la plus importante qui m'est arrivée.
et où j'ai eu l'impression de comprendre de manière complètement différente ce qui s'était passé dans mon pays. J'ai vécu en Égypte, j'ai vécu en Syrie, j'ai passé beaucoup de temps dans le monde arabe, etc., mais qui m'est d'une certaine manière extérieur. Je le regardais comme un objet autre. Là, il s'agit de nous. Il s'agit de nous et de quelque chose qui est en train de nous arriver. Qu'est-ce qui fait que dans un certain nombre de quartiers populaires aujourd'hui, moi, je peux manger ou fumer, je ne fume pas par ailleurs, ou boire quelque chose pendant le ramadan. Si vous avez une tête de rebeu, vous ne pouvez plus le faire. Si vous mettez une jupe, vous êtes considéré comme une salope, une tasse-paix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ce phénomène s'est produit ? Comment ces enclaves se sont constituées ? En quoi est-ce qu'elles sont ? Alors, on peut dire l'excuse sociale, c'est la réponse à l'exclusion et il vaut mieux être tous ensemble pour trouver des jobs, etc. C'est un élément qu'on peut analyser, qu'on peut inclure dans le raisonnement, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a un moment où il y a une rupture culturelle qui se produit ? Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, l'égalité homme-femme, par exemple, n'a plus de sens. C'était Valls à la télé. Je cherchais qui c'était l'un d'entre vous, c'était lui. Oui. C'était à savoir, il n'y a pas d'égalité homme-femme parce que dans le texte sacré, selon leur interprétation, et c'est là, c'est qu'il faut comprendre que les salafistes, eux, ont leur interprétation particulière du religieux, qui n'est pas celle de la plupart des musulmans. Mais jusqu'au 13 novembre, il était très difficile de le dire quand on était responsable religieux ou autre, parce qu'on se faisait accuser de faire le jeu des islamophobes. Après le 13 novembre, les choses ont changé. Là, il faut être capable à la fois de maîtriser le corpus, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'islam, dans la guerre pour dominer, pour l'hégémonie sur les significations, et il faut aussi être capable de voir ce qui se passe dans les quartiers populaires. Et c'est ça toute la difficulté. On va venir à ces questions, et notamment aux circulations possibles entre salafisme et djihadisme, mais je voudrais que Edoui puisse réagir à cette question des causes du djihadisme et l'articulation. Enfin, est-ce qu'on manque, pour vous, le religieux ? Enfin, pour toi, je vais arrêter, vous voyez, je vais arrêter de faire semblant. Pour tout le monde. Mais je voudrais dire trois choses. Je pense que le fait qu'on ait décidé de terminer cette soirée avec ces deux livres signifie que, quelles que soient les nuances et les débats qu'on peut avoir, c'est que ce sont deux livres importants. Et deux livres importants qui méritent d'être lus, méritent d'être débattus, parce que, justement, il faut le dire très clairement, ils s'opposent à cette haine des causes qui est le discours politique dominant. Balayons le mot excuse. Personne ne parle d'excuser. Ni la sociologie, ni l'anthropologie n'essayent pas d'excuser. Elles essayent simplement de comprendre. Et si on ne comprend pas, on n'identifie pas les causes, donc on ne trouve pas de solution. Ça vaut en politique internationale. On ne va pas s'étendre ce soir sur l'Arabie saoudite qui est au cœur de la catastrophe universelle depuis pas tout à fait un siècle, et donc d'enjeux écologiques aussi, le tout pétrole, la secte wahhabite et tout ce que ça donne, y compris comme guerre de religion au cœur de l'islam, et dans un aveuglement constant des puissances occidentales. Donc comprendre, avoir la complexité et essayer d'affronter ça. Donc je pense que on a là deux contributions qui se dressent contre cette vulgate que nous avons souvent dénoncée à Mediapart. Ça a été même un éditorial de la Revue du Crieur qui, à gauche comme à droite, s'est imposé dans ce moment-là. Ne comprenez pas, faites-nous confiance, la politique de la peur, et en avant, et on va ajouter la catastrophe à la catastrophe. De ce point de vue, les deux livres, celui donc de Gilles Kepel et celui de Jean Birnbaum, sont complémentaires, mais sous deux angles différents. Je dirais que Gilles pose la question de la France et que Jean pose la question de la religion. Et je voudrais juste, parce que comme toujours, quand on essaye de résumer un livre important, un livre un peu copieux, on le simplifie. Je trouve que par rapport à vos propres résumés oraux, vos livres sont plus nuancés. Je veux dire par là que le livre de Gilles Kepel, Terreur dans l'Hexagone, n'est pas un livre pour simplement dire on a des quartiers de non-droit où la République n'est pas là. Je veux dire que le livre de Jean Birnbaum n'est pas pour dire la religion est la cause de la catastrophe. Ce n'est pas ça qu'il dit.
Que dit, pour moi, mais après chaque lecteur est libre de sa lecture, les questions que pose Gilles Kepel, c'est de se dire il y a une archéologie de tout ça, il y a une généalogie de tout ça. Il démarre en remontant à l'occasion loupée de la marche. À l'imposture des SOS Racisme, c'est écrit tel quel dans le livre. Il démarre à l'occasion manquée des émeutes de 2005. Je rappelle que sur Mediapart, on a fait parler les acteurs de 2005. Ils ne parlent pas en termes de djihad religieux, ceux qui ont témoigné sur Mediapart. Ils disent c'était notre révolte populaire. Simplement, elle n'a pas eu de traduction politique. La question que pour la France pose le livre de Gilles Kepel, et qui fait lien avec le livre de Jean de Birnbaum, c'est le fait d'un pays qui, dans sa culture politique, donc dans sa culture médiatique, dans sa culture institutionnelle, dans le refoulé, ce que Benjamin Stora appelle le sudisme français par rapport à l'histoire coloniale, c'est-à-dire le problème du rapport au divers, le monisme français, le grand un et le grand même, qui est à la fois institutionnel, il n'y a qu'à voir tout ce que vous avez débattu depuis le début avec l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un type tout seul qui décide face à la complexité du monde et qui du coup peut faire des sorties de route, et le refus de penser le fait qu'un peuple bouge et qu'il doit avoir un horizon du possible et qu'il doit avoir en clair un idéal. Autrement, les monstres surgissent. Si l'espérance se nécrose, ben les monstres occupent la place. Et donc, les questions, alors après, on pourrait rentrer dans le détail, être en débat là-dessus, etc. Mais je pense que les questions qui sont posées, c'est celle-là, c'est de poser que derrière, en ne disant pas que ce n'est pas une excuse, c'est pas de dire « Ah, les pauvres, ils ont… » Un des thèmes de l'histoire, c'est de montrer qu'il n'y a aucune origine sociale dans la démonstration de Gilles Kepel, univoque. Il y a des gens avec des parcours très, très différents. Mais de penser, au fond, comment une société, elle a besoin d'un horizon d'imaginaire. Et c'est là où ça fait le lien avec le livre que je trouve très original de Jean Birnbaum, qui est, pour moi, un pavé dans la mare par rapport, y compris à ce qui se fête au sens triste de cet anniversaire, qui est fêtons joyeusement notre détestation de la religion qui a armé ces assassins. La question dérangeante, il a dit la gauche et les marxistes, attention, ils se réclament certes d'une pensée minoritaire, mais qui est jalonnée dans tout son livre, qui a essayé de tenir tous les bouts. À la fois la critique du dogmatisme religieux, mais la critique de ceux qui pensent qu'on ne prend pas le peuple tel qu'il est. Les auteurs qu'il cite, c'est Michael Lowy, c'est à un moment en note Daniel Ben Saïd, mais c'est évidemment Michel Foucault, Marx, et toute une tradition qui pose la question. Jacques Derrida, beaucoup, puisque Jean avait fait le dernier grand entretien avec Jacques Derrida avant sa mort, et avec la question des spectres et des fantômes qui est posée dans son livre, c'est-à-dire, en clair, une question qui est… Alors, chacun met le mot qu'il veut, hein, le mot espérance, le mot spiritualité, c'était le mot qui était employé tout à l'heure, le mot imaginaire. C'est que toute société humaine a besoin d'un horizon des possibles. Et la question qui est posée dans son livre en parlant au fond de la religion, mais la religion, elle est double, c'est Dieu et le capital. D'ailleurs, quand nous avons fait un débat un soir après les attentats où il y avait Edgar Morin, il rappelait que ça va avec les sectes protestantes aux États-Unis. C'est-à-dire le religieux peut s'accomanier totalement de l'argent, de la finance, de tout ça. Donc, ce n'est pas du tout un livre de diabolisation du religieux, c'est un livre d'interpellation d'une gauche qui ne répond pas à cette question d'une spiritualité nécessaire. Je rappelle qu'Edgar Morin parlait du communisme et de ce continent englouti en disant que c'était une religion de salut terrestre. À un moment, dans le livre de Jean Birnbaum, il rappelle qu'on disait mais c'était une église aussi, avec d'ailleurs même son inquisition. Donc la question qui nous est posée, et qui est posée vraiment à notre monde politique d'aujourd'hui, c'est quels que soient les parcours déjantés, désaxés, quels que soient paumés, déséquilibrés, peu importe de ces jeunes produits de notre histoire. Le problème, c'est qu'ils seront toujours produits dans la complexité de la transition du monde actuellement, si nous n'avons pas une capacité d'idéal, si on ne les renvoie pas simplement à une dimension disciplinaire. Et donc, si on n'essaye pas de faire route ensemble, au niveau d'un commun, au niveau de ce que nous avons ensemble, en acceptant qu'il y a aussi une spiritualité nouvelle. Je voudrais juste terminer. J'ai relu récemment
des textes dans les œuvres complètes qui sont éditées chez Fayard de Jaurès, qui vraiment feraient honte à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est un tome sur la pluralité. Le Jaurès qui fait, on oublie que 1905, c'est la reconnaissance des minorités. Certes, on oublie l'islam à cause de la question coloniale. Mais quel événement en 1905 de reconnaître le judaïsme et le protestantisme et de dire, vous êtes minoritaire, mais vous êtes à égalité avec la majorité, à égalité avec la religion dominante. C'est un événement libéral au sens politique stupéfiant que la France d'aujourd'hui, verticale, moniste, présidentialiste, ne veut pas admettre. Quand François Hollande dit « je ne connais qu'une communauté, la communauté nationale », comment on ne peut pas être français et breton, on ne peut pas être français et occitan, français et juif, français et musulman, français et autre chose, français et antillais, français et martiniquais, français et réunionnais. C'est-à-dire, bien sûr qu'on a tous une pluralité. Donc cette négation, et c'est là où j'en viens à Jaurès, dans la revue de l'enseignement, Jaurès, début de ce siècle, du siècle précédent, fait des textes sur les langues régionales. Et il explique, d'ailleurs c'est le seul voyage international qu'il fait où il va au Portugal et au Brésil et en Argentine, et il dit mais grâce à l'occitan j'arrive à comprendre les autres langues. Et il dit mais bien sûr qu'il faut enseigner les autres langues, bien sûr qu'elles font partie de notre histoire et qu'elles sont dans notre langue. Donc pour moi ces deux livres, après on pourrait rentrer, j'ai des nuances sur, je pourrais dire des nuances sur la gauche française et l'histoire algérienne d'un des chapitres du livre, etc. Mais je pense que ces deux livres oblige à se dire, nous devons penser la France et nous devons accepter de débattre, de penser la religion, sans dire, c'est la une de Charlie Hebdo de ce mercredi, qui dit c'est Dieu le coupable, donc chassons Dieu et on aura tout résolu. Eh bien non, occupons-nous de nos spiritualités, elles peuvent être laïques, elles peuvent être sans Dieu, mais nous avons besoin d'un horizon d'imaginaire. Voilà l'inspiration que m'ont donné ces deux livres. Bon, je vais vous laisser, Jean-Bernard, répondre au point que vous voulez, mais Edwige pose une question qui est centrale dans votre livre, à laquelle je voudrais ajouter quelque chose, c'est est-ce qu'il y a un lien mécanique entre, en gros, l'émancipation sociale qui a manqué à ses promesses, et de plus en plus, avec le développement des inégalités, avec la fin de l'espoir d'une révolution, est-ce que ça, mécaniquement, entraîne la force, pour le coup, de l'idéologie plutôt religieuse. Est-ce que pour vous, c'est un mouvement mécanique ? Il y avait un peu ce mouvement de bascule, d'ailleurs, chez Marx lui-même, entre révolution et rédemption, comme ça, quand l'émancipation sociale manque à ses promesses. On a l'impression que l'absolu religieux... Mais le mot-clé dans ton livre, c'est, au fond, cet horizon, dans la vision marxiste, libertaire, et dans ses traductions minoritaires, du messianisme. Messianisme. Mais c'est vrai que chez Marx, c'était très présent et qu'en même temps, vous savez, moi, j'appartiens à une génération qui a été très marquée. À un moment donné, François Furet, historien de la Révolution française, ancien communiste, etc., a fait ce bouquin qui s'appelait « Le passé d'une illusion ». Et dans ce livre, il y avait quelques lignes qui ont tenu lieu d'épouvantail pendant un bon moment pour toute une génération de gauche qui disait « Nous voilà désormais condamnés à vivre dans le monde où nous vivons ». C'était donc après la chute du mur de Berlin, et c'était l'idée qu'il n'y avait plus d'horizon, d'alternative possible à la société telle qu'elle est. Mais en même temps, Furet lui-même, avec lequel on est souvent quand même assez injuste, disait « Mais bien sûr qu'il y a quand même un désir d'autre chose, d'un au-delà. » Voilà. Et donc, oui, il y a cette question d'une humanité qui, de toute façon, ne peut pas cesser d'espérer, voilà, très simplement. Et la gauche est confrontée à cette question, et par exemple à cette question massive aujourd'hui, qui apparemment ne la travaille pas beaucoup, alors qu'elle devrait à la fois l'humilier et la bousculer. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, la seule cause politique ou la seule espérance radicale et violente pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, c'est le djihadisme. C'est une question extrêmement centrale, ça commence à bouger un peu autour de ça, mais ça veut dire qu'effectivement, la question de l'espérance religieuse doit se poser. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, en lisant le livre de Gilles Kepel, c'est qu'il montre que, quelque part, on y revient toujours, mais dans l'après-coup, c'est toujours trop tard, on revient toujours au religieux trop tard. Le premier réflexe à gauche est toujours de rabattre le religieux sur autre chose que lui-même, donc le social, le politique, on en a parlé tout à l'heure, de ne pas le prendre au sérieux en tant que tel, comme causalité. Et Gilles Kepel dit finalement, en 2005, il y avait quelque chose, si on avait dit en 2005, au moment des émeutes, il y avait une dimension religieuse. Bon, c'était très compliqué, quelques-uns l'ont dit, ça a été très compliqué. Là, il le dit comme une sorte d'évidence absolue. Il dit toujours, à l'époque, on n'a pas compris. Il parle de Mera, il dit, à l'époque, on n'a pas compris, etc. Et moi, effectivement, je reviens aussi sur différents épisodes avec plein de gens qui disent, à l'époque, on n'a pas compris, effectivement, la guerre d'Algérie.
cette phrase de Pierre Vidal-Naquet, autre grande figure de la gauche anticolonialiste, intellectuelle, tout ce qu'on veut, Dreyfusard, une grande figure, grande conscience de la gauche que beaucoup regrettent, qui nous manque beaucoup, et qui, très tard, en 95, dit finalement, parce qu'il y a la guerre civile algérienne à ce moment-là, il dit finalement, nous autres soutiens du FLN, nous autres qui avons milité, nous autres Français qui avons milité pour l'indépendance de l'Algérie, on n'a pas vu qu'il y avait une dimension, que l'islam jouait un rôle central dans tout ça. Donc, chez Vidal-Naquet, il y avait cet effet de retard. Et on a en permanence cette idée, finalement, que sur le moment, on ne comprend pas, on ne prend pas au sérieux, et même que quiconque parle de la dimension religieuse apparaît lui-même comme un fanatique. C'était d'ailleurs très clair pour Foucault quand il a dit « Oh là là, mais c'est énorme, il se passe quelque chose d'énorme, je suis frappé par la puissance du religieux, je vous l'ai dit tout à l'heure ». Eh bien, les gens ont dit en France « Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le retour du religieux, il veut le… » Voilà, cette spiritualité politique dont il rappelait qu'elle avait tellement dominé l'Occident pendant si longtemps et qu'elle dominait encore les consciences dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Les gens ont dit, mais alors Foucault, qu'est-ce qu'il veut ? Il souhaite la restauration du théologico-politique. Mais non, il prenait au sérieux le religieux. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai été frappé. Effectivement, la question algérienne est centrale parce que la génération 68, qui a beaucoup compté et qui compte encore beaucoup, est largement une génération FLN. Et cette génération-là s'est bâtie en partie sur un non-dit, un refoulement du religieux en tant que tel, puisque les quelques personnes qui ont vu la chose, soit n'ont pas voulu la voir, soit se sont tues. C'était déjà le silence, parce qu'ils ne voulaient pas faire le jeu de l'extrême droite. Et parfois, ils l'ont payé très violemment, puisque parfois, ils sont restés, vous savez, en Algérie pour construire le socialisme. Ils ont été parfois arrêtés, torturés, etc. Et quand ils sont rentrés en France, ils n'ont rien dit à nouveau de tout ça, de l'arabisation, de l'islamisation en Algérie, parce qu'ils ne voulaient pas faire le jeu de l'extrême droite. Où ont été censurés. Moi, Voilà. Je suis désolé de dire ça devant Jean Birnbaum et devant l'ancien directeur des rédactions du Monde, mais lorsque j'ai publié mon précédent livre, Passion française, qui analyse… Au monde. Comment ? Oh, non, justement, mais ça va vous intéresser, justement. Qui analyse un phénomène apparemment très positif, c'est-à-dire qu'en 2012, sur les 6000 candidats aux élections législatives, il y a 400 candidats qui sont originaires de l'immigration postcoloniale. La plupart sont des enfants d'Algériens. Très intéressant, puisque, au fond, les Algériens ont fait la guerre pour ne plus être français. Et tout d'un coup, on a leurs enfants qui veulent représenter le peuple français. Comment ça fonctionne ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc, j'analyse ce phénomène et, dans Passion française, je reviens essentiellement sur ce qui s'est passé à Roubaix et à Marseille. Et je remarque qu'il y a à la fois un certain nombre de candidats qui adhèrent complètement à une identité française dont ils sont porteurs, et d'autres qui sont dans une rupture culturelle qui se base sur le salafisme ou qui sont proches de Soral pour certains d'entre eux, voire qui vont au Front National. Quand je publie ça, ça suscite un certain nombre de réactions. Nous organisons avec le quotidien du soir dont nous avons parlé un débat pour faire un entretien et finalement on me dit « Ah non, ça ne va pas du tout, ça n'est pas acceptable. » Mediapart, on ne va pas discuter des poètes. Non, pas du tout, je m'en fous que ce soit Le Monde ou autre chose, Louis. Le problème est là, c'est que là, Vous êtes sûr que c'est pas Mediapart ? Non, oui, on peut Mediapart, on parle de n'importe quoi, on est libre à Mediapart, que je sache. On a un phénomène de censure sur quelque chose qui pose la question du religieux parce que ça n'est pas correct, parce que ça ne correspond pas à l'image de ce qui se passe dans les quartiers populaires que veut promouvoir tel ou tel journaliste. Et on me dit, Monsieur Keppel, votre entretien ne fonctionne pas, on ne rendra pas compte de votre livre dans les colonnes de notre journal. Moi, je m'en fous de cette histoire. Ce livre a beaucoup de succès aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux souligner simplement, c'est qu'on est aujourd'hui toujours, de manière très contemporaine, confronté au phénomène que précisément Jean Birnbaum décrit dans son livre, c'est-à-dire un refus, un déni de l'importance de l'analyse du phénomène religieux. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire que le religieux est la solution à tout, c'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas... j'essaye depuis 30 ans d'expliquer en quoi la question religieuse, l'usage du religieux, se positionne, et en ce sens, c'est très marxien, au sens que Jean Birnbaum soulève, je crois, dans son livre, en rappelant comment
Marx et Engels aussi identifient l'importance du religieux. Après, on a un déni. Le déni, il est toujours présent aujourd'hui. Et si on n'a pas compris 2015, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'espace pour ceux, y compris dans le grand quotidien du soir, il n'y a pas eu d'espace pour ceux qui ont tenté de poser ce problème. Il y en avait un à Mediapart, c'est pour ça que je voudrais insister vraiment là-dessus, parce qu'on est au cœur de quelque chose qui nous a habités ici. Et, bon, mais c'est un vrai débat. Non, mais je m'en fous que ce soit un tel quelqu'un. C'est ce que je voulais dire, Gilles. Non, mais Gilles, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous, ici, justement, c'est cette question qu'on a voulu faire vivre, y compris ce que rappelle Jean Bienbeau, mais que vous venez de rappeler, était cité, et je l'ai cité sur Mediapart. Ce livre est issu d'un article de Mediapart, qui est évidemment le non-sens qui est fait dans la vulgate politique française sur la phrase de Marx, la religion est l'opium du peuple, qui est au contraire l'idée que chez Marx, c'est à la fois une phrase de guerre de son point de vue avec les idéologies religieuses, mais de compréhension que le peuple, il vient tel qu'il est. Parce qu'on ne la cite jamais complètement. C'est le soupir de la créature sans espoir. Et voilà. Et donc, si on oublie la deuxième partie, on ne comprend rien à la première. Donc, et en plus, l'opium, à l'époque, c'était la façon justement d'échapper à l'ordinaire, d'échapper à la misère. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes au cœur. Et de son point de vue, je voudrais rectifier une phrase que vous avez prononcée, et ça me permettra de parler de l'Algérie. Parce que c'est au cœur de notre histoire. On voit bien que cette saloperie de déchéance de nationalité, on sait très bien de qui on parle pas des Bulgares. Hein, on sait très bien de qui on parle. On parle de la part de notre peuple qui est liée à la longue histoire de projection de notre nation sur d'autres nations et qui est au cœur de notre peuple. La phrase que vous avez dite, c'est il faut, de la même manière que je dirais ni la génération 68, ni les Algériens, vous disiez les Algériens se sont battus pour ne pas être français. Il y a eu un mouvement nationaliste algérien. Mais le peuple algérien, dans sa diversité, ce qu'il a d'abord en partie unifié, et avec une indépendance qu'il a trahie, c'était simplement la dignité. Les gens, ils veulent d'abord être dignes et être reconnus dans leur dignité. Derrida le dit très bien, il faisait partie du peuple algérien, même si, hélas, notre entêtement a fait que la part juive de l'histoire algérienne est en grande part, sinon essentiellement, partie. Mais c'est notre entêtement qui a provoqué ça. Quand on refait toute cette histoire, notre entêtement qui a donné la main, justement, à la part la plus obscure, à ce qu'on appelle le boussoufisme en Algérie, vous le savez, les services de renseignement, ceux qui ont assassiné leurs propres frères et qui ont donné la main à la religion. Parce que c'est là que je voulais faire une nuance. Il faut penser aussi à la religion de tous les côtés. Dans le soutien au FLN algérien, qui étaient essentiellement les réseaux? C'était des chrétiens de gauche. C'était des chrétiens de gauche. D'ailleurs, dans les réseaux des Français. C'est bien ce que je dis. Mais du côté algérien, c'était beaucoup plus complexe. Et je crois que mais je suis d'accord, mais je vais y venir sur l'Algérie. Mais je dis, pour penser que la religion, elle est de tous les côtés dans l'imbrication de ce qui se passe. Non, dans le cas algérien, ma nuance, c'est que, premièrement, je l'ai apporté comme ça à l'an 5 de la révolution algérienne. Bon, il faut toujours écouter aussi les colonisés eux-mêmes, comment ils parlent de leur propre histoire. Je pense que dans le premier chapitre, vous savez de quoi ils parlent, hein, le premier chapitre est sur la question du voile. L'Algérie se dévoile. Et la question de la femme. Et en tant que psychiatre, Frantz Fanon, parce que c'est le livre du psychiatre encore, l'an 5 de la révolution algérienne, il pense la contradiction de cette question. Donc, évidemment, en ayant été, lui, socialement contraint de se convertir à l'islam. Ce qui est aussi une question intéressante, qui est un impensé qu'on utilise peu, que vous mentionnez d'ailleurs. Mais en ayant, on va partir un peu loin. Non, mais ce que je veux dire, on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet pour moi, c'est que nous avons une part de notre histoire qui est au cœur de notre peuple, qui noue la question coloniale avec la question démocratique, puisque le refus de la diversité de nos peuples va à la fois avec nos institutions monarchiques, avec celles qui font elle s'est imbriquée. Oui. Le refus du divers va avec le refus du pluralisme politique. Et pour rejoindre vos deux livres, quels que soient, nous n'avons pas les chemins semblables de raisonnement. Mais je pense que derrière, il y a une question, c'est comment on libère les énergies d'un peuple. Alors, comment on libère les énergies de la jeunesse. Et ça veut dire que c'est cette horizon qu'il faut lui donner. Je voudrais pouvoir vous répondre, parce que je ne sais pas à quelle heure se finit cette émission, bientôt. Donc on a encore un petit peu de temps. Et je voulais vous poser une dernière question. Donc, vous pouvez me la poser. Vous avez des réponses assez intéressantes, mais peu brèves, on va dire. Allez, on va essayer d'être très bref. Pour aller dans le sens d'Edoui Plenel, même d'une manière différente. Je mentionne deux phénomènes dans le livre qui m'ont beaucoup frappé. Mera tue les enfants juifs
de l'école Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars Vous oubliez 2012. les militaires qu'il a tués quelques jours avant. Oui, mais... Moi, je ne vous suis pas sur cette conjonction de dates. Parce qu'avant, il tue attendez, les mais il faut que je militaires dont un m'exprime. issu de l'immigration algérienne. Et il n'y a pas d'anniversaire. Marocaine. Non, justement, oui, mais tout le monde a été... Quand est-ce qu'on a perçu ce phénomène comme tel? Avant, on n'avait même pas compris ce qui se passait. Quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on comprend? C'est le 19 mars 2012. Le 19 mars 2012, même si Meyran n'en avait aucune idée, Oui. il se trouve que c'est le 50e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Et en même temps, les municipalités Front National vont commencer à débaptiser les innombrables rues du 19 mars 1962. Qu'est-ce que c'était pour la France? C'était la quille bordel, c'est-à-dire le contingent revient. Et là, même si lui n'en avait pas ça, il me semble que, mais en fait ça va dans votre sens ce que je dis, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous ayez contre moi, c'est que, en fait, ce que ça m'a fait comprendre, cette histoire, c'est que il y a ce que j'ai appelé dans le livre le ressac rétrocolonial. C'est-à-dire, je vais même plus loin, je pense, que Benjamin Stora dans ce sens, à savoir que nous ne pouvons pas comprendre notre société aujourd'hui si nous ne comprenons pas que nous ne sommes pas les héritiers, personne n'y croit plus, sauf à l'école primaire et encore de nos ancêtres les Gaulois, mais de l'Empire et de l'ensemble des immigrations. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait en France pour des raisons évidentes, d'où les municipalités de Front National, mais qui n'est pas fait non plus de l'autre côté. À Alger, il y a plein de musées, comme vous le savez. Il y a un musée des Beaux-Arts, héritier de la colonisation française, où personne ne va jamais, vous avez des monnaies, toutes sortes de choses, je vais toujours tout seul. Et puis vous avez le musée de l'armée, qui représente la colonisation française comme quelque chose à côté de laquelle la période hitlérienne en Allemagne était un lit de roses, où on emmène par fournée les enfants des écoles pour les formater de cette manière-là. Les enfants des écoles, un certain nombre viendront en France et qui ont tous un cousin ici. Qu'est-ce qui se passe des deux côtés? C'est-à-dire, au lieu d'avoir aujourd'hui un regard de mise à plat sur notre histoire commune, on a des intérêts politiques des deux côtés de la Méditerranée, au sud et au nord, qui s'emploient à activer et à attiser ce genre de choses pour défendre leur propre position de pouvoir. Le résultat, c'est le retour du refoulé, et Meyran, c'est une partie du retour du refoulé. Juste une nuance, entièrement d'accord avec ça, mais je veux dire juste que... Là, avec ces nuances, on va arriver jusqu'à minuit. Non, mais la différence, c'est pour dire juste que dans le cas de l'Algérie, et d'ailleurs on le voit dans une certaine part de notre personnel politique, notamment à droite ou à droite extrême, qui se revendique d'une histoire algérienne pour être dans un zèle anti-religieux, très stigmatisant. Il y a quelques porte-paroles de l'UMP, c'est qu'il y a une part... Dans le cas de l'Algérie, nous sommes face à un régime totalement corrompu, totalement issu de ce boussoufisme, totalement opaque, et qui n'a qu'un but, y compris dans sa corruption, c'est d'importer la façon dont lui-même a utilisé la question religieuse pour terroriser son peuple, pour dominer son peuple, et donc à instrumentaliser. Qui n'a pu le faire que grâce à la rente pétrolière. C'est bien pour ça que je ne le ferai pas. Rente pétrolière qui va rejoindre l'Algérie. Désolé. Restons en France. Edoui, Gilles, Kébel, on va quitter un moment l'Algérie. La France, c'est l'Algérie, et l'Algérie, c'est la France. Je vais dire ça pour essayer de provoquer les lecteurs de Mediapart. Non, ça, ils sont d'accord. Bon, c'est bien. Mon quart d'heure algérien. Voilà. Oui, allez-y. Vraiment. Mais ce sera aussi une bonne conclusion. D'accord, très rapidement. Moi, j'ai effectivement apporté ce petit bouquin de Derrida, qui était effectivement algérien et qui parlait quelque chose de sa nostalgie. Je pense que la nostalgie est quelque chose de très central pour comprendre notre rapport à une certaine nostalgie importante pour comprendre notre rapport au religieux, ou notre rapport de dénégation ou de refoulement du religieux. Et Derrida, en 95, donc quelque chose comme ça, écrivait ceci: ne jamais traiter. Voilà, il parlait de la grave question du non. Il faudra discerner. L'islam n'est pas l'islamisme, ne jamais l'oublier. Mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là, et c'est la grave question du non. Ne jamais traiter comme un accident la force du non dans ce qui arrive, se fait ou se dit au nom de la religion, ici au nom de l'islam. Pour moi, c'est une question absolument centrale, cette grave question du non, à deux titres. Évidemment, d'abord parce que les tueurs en question tuent au nom de Dieu, mais aussi parce qu'en permanence, ces gens qui se réclament de Dieu tout le temps, on leur dénie un rapport aux religieux, et dans les discours officiels, dans les discours intellectuels, etc., souvent, dans les discours les commentaires, et on se demande au nom de quoi. Je me demande vraiment, quand on lit le texte, quand on lit les témoignages, les paroles, quand on les écoute, les paroles des djihadistes, quelle que soit leur génération, leur milieu social, parce que c'est loin d'être tous des déshérités, eh bien,
ils se réclament de tout ça. Et je me demande au nom de quoi on leur dénie un rapport à la foi qu'ils proclament et au texte dont ils se réclament. Et en disant qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça, d'ailleurs, on trahit, ou en tout cas on rend pas service à tous les intellectuels musulmans qui, eux, ont tout à fait conscience de ce que c'est que le au nom de, et le nom de Dieu en particulier, et qui passent leur temps à essayer de soustraire leur religion, leur tradition à tous les fanatiques qui voudraient réduire cette tradition à une grimace sanglante, et qui finalement sont pris à revers par ce discours du rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'islam, etc., etc. Et ce qui est en jeu dans tout ça, et je terminerai par là, c'est pas seulement le rapport au religieux, c'est le rapport au symbolique. On voit une espèce de sécheresse incroyable dans le rapport au symbolique. Quand on voit que les gens, quand il y a des débats sur le voile, disent « mais si le string vous gêne pas, pourquoi le voile vous gênerait ?» Quand on voit qu'il y a des débats, vous vous souvenez au moment de l'affaire du Quick, quand les restaurants Quick, les fast-food Quick, on dit « on va peut-être faire de la viande halal, etc. » Il y a eu toute une polémique, je ne juge pas du tout sur le fond, mais on a vu des blogs, etc., à dire, mais si tout d'un coup le Quick avait dit c'est végétarien, il y aurait eu une polémique, comme si ça avait... C'est-à-dire que, exactement comme je cite cette phrase d'un militant du NPA dans leur polémique qu'ils auraient eu très violente et qui sans doute les a tués finalement au moment où ils ont présenté une candidate voilée avec tout ce qui s'en est suivi, etc., un de ces militants, dans leur débat interne, dit, finalement, pour nous, un signe ne signifie rien. Voilà. Je crois qu'effectivement, on a parlé Vidal-Naquet, on pourrait parler de Jean-Pierre Vernant, grand historien des religions, venu du marxisme, et qui passait son temps à dire que l'humanité se définissait par le rapport au symbolique. Et le symbolique, justement, c'est ça, c'est ce qui vaut au-delà de soi, c'est ce qui tend vers un au-delà de... Voilà, il y a un signe, et ça fait signe vers autre chose. Et si on veut en permanence rabattre ces signes sur rien, et dire que c'est rien, que c'est juste du symbolique, c'est-à-dire que ça n'est que symbolique, non, mais ça ne veut rien dire, ça n'est que symbolique. Parce que le symbolique, il n'y a rien de plus réel. Voilà. À ce moment-là, on est à côté de la plaque. Et justement, c'est là que je pense qu'il y a un signe qui a été raté par notre personnel politique, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre. Je crois que le 13 novembre, de ce point de vue-là, a tout changé, parce qu'il a libéré la parole musulmane en France. C'est la première fois que désormais, nous avons une remise en cause de l'hégémonie salafiste sur le discours par un certain nombre de musulmans français qui disent cela, le salafisme, c'est une chose, ce n'est pas nous, notre islam. Et ça, c'est extrêmement important, si vous voulez. C'est aussi depuis le 13 novembre. Est-ce que le salafisme, parce que vous lire, c'est toujours un sas vers le djihadisme? Ou ça peut être aussi, on a l'impression qu'il y a des... Oui, il y a un certain nombre de gens qui disent, Raphaël Liogier par exemple, qui explique, c'est formidable, c'est ce qui maintient la paix sociale. Ça peut être un rempart. Non, pas du tout, parce que le salafisme effectue une rupture culturelle fondamentale. Vous regardez la dernière livraison de Dar el-Islam, qui est la revue en français de Daesh. Et vous avez un discours qui est totalement salafiste, qui vous explique que il n'y a pas de démocratie, car la démocratie, ça veut dire le règne du peuple, et c'est donc de la mécréance, car le seul souverain, c'est Allah. Il n'y a pas d'égalité homme-femme, puisque dans le texte sacré, tel qu'il l'interprète, on peut l'interpréter différemment bien sûr, les femmes sont soumises aux hommes. Il n'y a pas de laïcité, c'est de l'obsession, etc. Et il faut, alors là, les salafistes n'iront pas jusque-là, mais eux disent qu'il faut tuer les instituts, les profs et les assistants sociaux parce que ce sont les promoteurs de la laïcité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à partir du moment où l'imam change, où la référence change chez les salafistes, comme il y a une adoration absolue, une absence d'esprit critique envers les injonctions de l'imam, on peut passer au djihad. Le salafisme, c'est le produit du système saoudien qui justifie, qui habille par cela la négoce du pétrole avec l'Occident et le fait qu'ils gardent l'argent pour eux. Eh bien, de temps en temps, ils basculent dans la violence. Vendredi dernier, il y a eu 47 exécutions en Arabie saoudite au nom d'un salafisme pseudo-non-violent, et notamment de chiites. Mais c'est un autre débat qu'on aura, si vous voulez. Et ça, c'est un enjeu très important. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, évidemment. Ils les excommunient comme le font leurs... Mais le passage, à partir du moment où vous avez fait une rupture culturelle, où vous dites que l'autre est un kafir, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en dehors de l'islam parce qu'il n'est pas musulman. Si vous allez dans les interprétations rigoristes du religieux à leur terme, le sang du kafir, le sang du mécréant, il est halal, c'est-à-dire vous avez le droit de le tuer. Alors, moi, il m'arrive des fois dans les taxis, etc., les salafistes qui me reconnaissent, hein, oui, monsieur Keppel, bon, surtout quand le gars est musclé, je fais attention de ne pas être trop antagoniste. Et il dit, vous voyez, on n'est pas avec les gens du takfir, ou d'accord, ok. Et moi, qu'est-ce que je suis?
d'après vous, est-ce que je suis un kafir? Il dit, non, vous êtes Ahl al-Kitab, vous êtes parti gens du livre. Je dis, non, je suis athée. Ah, ça devient très compliqué. Est-ce que mon sang est licite? Non, vous ne comprenez pas ça. Pour eux, non pour l'instant. Mais en fait, les djihadistes franchissent le pas du passage à l'acte. Mais ils peuvent le franchir parce que le substrat culturel a été construit par cette idéologie. Et justement, aujourd'hui, ce que nous voyons depuis le 13 novembre, est-ce que malheureusement, nos dirigeants n'ont pas compris? Et à cause justement de cette histoire débile du déni de la nationalité, de la déchéance de nationalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur de parmi nos compatriotes musulmans, il y a eu une véritable prise de conscience, et on voit, comme on ne l'a jamais vu, un certain nombre de gens qui, au nom de l'islam, qui est le leur, si vous voulez, disent le salafisme, c'est pas nous. Ça, je crois que c'est un enjeu fondamental. On l'a raté, notre système politique l'a raté, et malheureusement, une occasion formidable qui s'était présentée, parce que dans tout mal, il y a un bien, on est en train de passer à côté. Alors, le grand avantage d'Internet, c'est qu'on peut déborder, mais là, on a arrêté de déborder. Mais Edoui, un mot de la fin. Non, juste pour, puisqu'on est avec des livres, pour signaler ce livre qui est une réédition d'un livre très anticipateur de Benjamin Stora, Le transfert de mémoire, sur ce sudisme à la française, qui est un livre de 99 et qui est précédé d'un entretien avec ce prix Goncourt, Alexis Génie, qui avait fait l'art français de la guerre, justement sur toute cette mémoire qu'il faut dénouer, que nous n'avons pas dénouée, alors que nous avons essayé de le faire pour l'occupation et pour Vichy. Je voulais dire ça, et puis je voudrais dire, par rapport à ce qui vient d'être dit, pour avoir publié pour les musulmans il y a 1 an et demi, je peux témoigner qu'il ne fallait pas attendre le 13 novembre pour qu'il y ait dans nos quartiers populaires, dans nos villes, dans nos régions, pour avoir fait des dizaines de débats, toutes sortes de gens d'origine et de culture musulmane qui comprenaient ce dont on parle et qui ne sont pas en train de courber la tête et qui ne sont pas en train de céder à des idéologies totalitaires, mais qui en revanche ont un problème, et elles ont raison d'avoir un problème, qui est par rapport à notre politique dominante, qu'elle soit à droite, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit d'extrême droite, qui justement ne veut les voir que assimilés à nous, et ne veut pas les voir tels qu'ils sont, ne veut pas les voir tels qu'ils s'affirment, tels qu'ils existent, ne veut pas qu'ils fassent le chemin qui est le leur. Et de ce point de vue, du virtuel au réel, c'est la question que nous avons posée, qui rejoint vos livres. C'est-à-dire, comment on va répondre à tout cela ? Il faut qu'on invente un horizon des causes communes. Et un horizon des causes communes, c'est un idéal, c'est un au-delà, c'est une perspective. Ce n'est pas la République disciplinaire qui donne des bonnes et des mauvaises notes. Ce n'est pas cela. Et encore moins celle où, loin de nous protéger, il nous divise. Vous vous rendez compte ? Quand même, terminons là-dessus. Nous sommes 1 an après Charlie. Nous sommes 2 mois après le 13 novembre. De quoi parlons-nous ? De la déchéance de nationalité ? De quoi parlons-nous ? De ce que l'extrême droite a mis à l'agenda depuis des décennies ? C'est ça, lutter contre le terrorisme ? C'est ça, faire barrière de ce que nous sommes, ce que vous dites à la fin de votre livre, Gilles ? C'est ça, essayer d'avoir un horizon et un au-delà ? Donc, quand même, notre premier problème, bien sûr qu'il y a des menaces, mais actuellement, nous avons, je le crois, au niveau du discours politique dominant, un discours qui, loin de nous protéger, nous affaiblit, nous met en fragilité, qui fait la politique qu'ils ont envie. Vous vous rappelez leur texte, où ils disent « faites ça » pour provoquer la victimisation, pour provoquer la victimisation qui est le ressentiment, qui n'est donc pas le chemin de l'émancipation. Et donc c'est exactement ce cadeau qu'ils sont en train de leur faire. Discussion à prolonger en lisant vos 3 livres, dont je rappelle les titres. Gilles Kepel, Terreur dans l'Hexagone, Jeunesse du djihad français, c'est déjà paru chez Gallimard. Jean Birnbaum, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, ça paraît demain au Seuil. Et la reparution du livre d'Edoui Plenel pour les musulmans. Merci infiniment à tous les 3. Cette soirée spéciale se termine, mais il vous reste 1 heure pour profiter de notre offre spéciale de 25 € pour 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Le vrai scoop de la...